Donc, je me représente, je m'appelle Mehdi Djelamani. Je suis le président et cofondateur d'une société à mission qui s'appelle Stan et qui a pour objectif d'accompagner les professionnels de santé dans leur projet de création de structures de soins et de réorganisation de l'offre du soin sur les territoires. Donc, c'est une partie de notre métier et puis on fait pas mal d'autres choses. Et depuis un peu plus de 3 ans qu'on est créé maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait des questions qui revenaient souvent. On travaille avec beaucoup de professionnels et que beaucoup de jeunes étudiants, enfin jeunes professionnels, étudiants ou personnes déjà installées, se retrouvaient confrontés à des problématiques lors de l'installation avec beaucoup de questions. Et donc, on a essayé d'y répondre pendant nos projets. Et puis, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire, voilà, de faire un événement dédié à ça. Donc, avant de commencer, on va faire un tout petit point technique pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de faire un webinaire à travers Zoom. Voilà, donc un petit tuto rapide. On va commencer par la première diapo. Alors, merci pour ceux qui viennent d'arriver de bien penser à couper leur son. Donc, c'est le petit bouton en bas à gauche de votre écran. Pour ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez en poser plein pendant tout le webinaire. Il suffit de les faire sur l'espace questions, d'accord, discussion. Et il y a une personne de mon équipe qui s'appelle Louise, qui est bien cachée derrière son écran, qui va pouvoir traiter toutes vos questions au fur et à mesure. Et moi, je vais essayer d'y répondre. On a reçu un certain nombre de questions de la part de professionnels de santé depuis quelques jours. Donc, on les a déjà compilées. On va travailler et répondre à ces questions-là. Et puis, on répondra au fur et à mesure à vos autres questions qui vont arriver. Voilà. Pour ce qui est de l'utilisation des fenêtres, un petit truc tout simple. Pour utiliser la fenêtre, lorsque vous avez envie de voir l'ensemble du diapo, vous pouvez aller en haut à droite, cocher sur la petite case avec le carré, et lorsque vous allez appuyer, ça va inverser vos fenêtres entre la personne qui parle et la présentation. Si vous voulez voir la personne qui parle, vous appuyez dessus, vous l'aurez en grand. Si vous voulez voir la présentation, vous appuyez sur la présentation. Ça, c'est si vous êtes sur un ordinateur. Si vous êtes sur un téléphone portable, c'est encore plus simple. Il suffit simplement de toucher le petit icône en haut, de toucher votre écran, et ça va inverser votre caméra, ce qui vous permettra du coup de suivre soit l'interlocuteur, la personne qui parle, soit directement le PowerPoint. Voilà. Je propose de passer du coup à la présentation des deux intervenants qui vont être avec moi ce soir, et du coup, je vais leur donner la parole l'une après l'autre. Donc, Muriel Tardif et le docteur Marie Duez. Je t'en prie, Muriel, je pense que tu peux te présenter. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'intervenir dans cette première session. Je suis donc Muriel Tardif, je travaille à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Je représente plus particulièrement aujourd'hui le service AOCS, service qui accompagne tous les professionnels de santé dans leur souhait de construire une EMSP, monter une EMSP, une OCPTS. Alors, juste pour information, moi, je travaille avec les professionnels de santé depuis plus de 20 ans. Je les ai équipés avec le dispositif Sésame Vital. Et avant d'intégrer ce nouveau service d'accompagnement des professionnels de santé, j'étais la responsable du service relations professionnelles de santé et plus particulièrement sur l'installation de tout nouveaux arrivants dans notre département. Voilà, donc j'espère pouvoir répondre au mieux à vos questions, sachant que vous aurez peut-être des questions un petit peu plus pointues et qui demandent une réponse un petit peu plus longue que souhaité. Donc finalement, on a 2 heures, il faut que tout le monde puisse y trouver sa place. Donc si vous le souhaitez, je pourrais vous faire des retours plus personnalisés en fonction de questions plus précises. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne séance. Merci Muriel. Et du coup, Marie, je te laisse ta parole. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis docteur Duez Marie. Donc je suis jeune médecin thésée depuis 1 an et demi. J'exerce actuellement, enfin je suis médecin, donc j'ai un statut de médecin généraliste remplaçant. Je suis d'origine parisienne, mais je suis actuellement, depuis mon internat, j'habite dans le sud, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, et j'ai connu Mehdi récemment dans un contexte, parce que je travaille beaucoup sur les notions de santé publique, justement, sur la question des déserts médicaux et de l'installation.
Voilà, donc moi, j'ai pu exercer dans plusieurs activités différentes dans des cabinets seuls et j'ai notamment exercé dans une maison de santé pluridisciplinaire. Voilà, donc je ne suis pas encore installée, justement, j'ai toutes les mêmes questions, toutes ces questions, je m'y suis intéressée de près. Donc voilà, j'essaierai de répondre à vos questions. En tout cas, si je n'ai pas les réponses précises, j'ai beaucoup de ressources à vous fournir. Voilà, on essaiera de répondre au mieux. Super. Eh ben, je te remercie, Marie, pour ta présentation. Et je propose de passer sur un tout petit PowerPoint rapide, enfin toute une petite explication rapide de l'intérêt aujourd'hui de l'exercice, les avantages et les inconvénients. Donc aujourd'hui, le premier problème qu'on rencontre majoritairement quand on discute avec de jeunes professionnels diplômés ou des personnes qui sont en cours d'installation remplaçant, c'est déjà de choisir le mode d'exercice que l'on souhaite, avant de comprendre et de se poser la question de comment on s'installe, quelle démarche à faire, et il faut choisir quel modèle on veut. Donc, il existe 4 grands modèles aujourd'hui. Il y a le modèle de l'exercice seul, qui a ses avantages, une totale liberté. Moi, je ne voulais pas vous les citer, vous pouvez les lire en même temps que moi. Il y a l'exercice en tant que collab, donc s'installer en tant que collaborateur. Et il y a l'exercice d'installation en association, c'est-à-dire en exercice coordonné avec des professionnels de santé médicaux, paramédicaux. Et sinon, il y a aussi la dernière option qui est le salariat, sachant qu'on peut cumuler différentes possibilités. On peut être aujourd'hui installé en tant que libéral sur une partie de son temps et puis exercer en tant que salarié dans un centre de santé ou dans un système hospitalier et inversement. Donc, il y a beaucoup de possibilités et l'idée, c'est déjà de choisir parmi tous les avantages et les inconvénients ce qui nous plaît le plus en fonction de nos affinités. Voilà. Donc ça, c'était un peu la première partie qui était intéressante. On vous enverra et on laissera ce petit tableau récapitulatif des avantages et des inconvénients possibles à l'installation et puis on va répondre au reste des questions. Et ensuite, on vous a aussi préparé, alors plus pour les médecins généralistes cette fois-ci, mais ça fonctionne aussi pour la plupart des professionnels de santé, une petite checklist qu'on vous mettra à disposition sur l'événement et puis sur nos différents réseaux qui vous permettent de vous souvenir rapidement de ce dont vous avez besoin et des étapes chronologiques que vous devez passer lors d'une installation en cabinet libéral. Voilà. Donc, on ne s'attarde pas trop là-dessus ce soir, mais en tout cas, on vous les mettra à dispo. Comme ça, déjà, ça sera un peu une checklist et puis on répondra en même temps à vos questions. L'objectif de ce soir, c'est surtout de répondre de façon très pratico-pratique à toutes les questions qu'on a reçues. Et puis moi, je vais essayer de donner un peu le rôle d'animateur. Et du coup, Marie et puis Muriel, et je vais un peu vous passer les questions au fur et à mesure et je vais essayer d'en répondre à certaines aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas sur la discussion à poser toutes vos questions si jamais parmi les questions qu'on a sélectionnées, il n'y a pas la vôtre. Donc, première question, après quelques années de remplacement, je m'interroge, est-ce que je m'installe seul ou en groupe? Et Muriel, je pense que je vais te donner l'honneur de commencer la première question. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? On ne vous entend pas, Muriel. Non. Voilà. Oui, alors donc je disais, en fait, ça va un petit peu dépendre de votre appétence. Moi, personnellement, j'ai mon idée, je vais vous la donner. Est-ce que vous avez envie de travailler seul dans un cabinet, parfois dans des cabinets qui sont un petit peu excentrés, isolés, si vous voulez concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle, l'installation seule est un petit peu difficile. En plus, une installation dans un seul cabinet, seul, vous allez avoir des frais de gestion qui vont être assez importants. Donc moi, j'ai plutôt envie de vous orienter sur le cabinet de groupe. Ça va vous permettre d'abord de partager vos connaissances, ça va vous permettre de partager des frais, ça va vous permettre de partager vos problématiques, parce que nous savons aujourd'hui que les problématiques des professionnels de santé, quelle que soit la profession, sont quand même assez importantes. Voilà, donc moi j'aurais envie de vous orienter plus sur une installation en groupe.
de manière à vraiment pouvoir conjuguer votre vie professionnelle, votre vie personnelle, de pouvoir échanger. Il est vrai que nous, on intervient beaucoup en fac de médecine et c'est quand même le sentiment qu'on a, hein, c'est que vous souhaitez vous installer, l'installation seule en libéral est un petit peu plus angoissante. Donc voilà, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est le groupe, c'est top. Super. Marie, est-ce que tu veux réagir sur cette première question, toi qui aujourd'hui remplace et a des envies d'installation? Est-ce que tu irais plus sur l'installation seule ou en groupe? Alors, c'est vrai que autour de moi, la question s'est beaucoup posée de savoir d'avoir peur de s'installer en groupe, par le fait de travailler en équipe qui, en général, est assez prisé, mais qui peut, voilà, avoir des inconvénients. Mais, j'ai effectué ma thèse justement en allant interroger plusieurs médecins généralistes. J'en ai interrogé une trentaine, par rapport au covid et c'est vrai que moi, dans tous les témoignages que j'ai reçus, c'est que alors, dans le contexte de crise sanitaire en partie, c'est vrai que le recueil que j'ai eu, c'est qu'il y avait quand même une simplification. Et les médecins qui étaient dans des structures, que ce soit des MSP ou des cabinets de groupe, ont en général vraiment mieux vécu, la situation. Bien que j'espère que le covid ne va pas durer, mais voilà, s'il y a d'autres situations comme ça, c'est vrai que tout ce qui a été mis en avant, c'est le travail de groupe, c'est de pouvoir mutualiser, les installations, de s'entraider et c'est vrai que les 2 dernières années ont été plus compliquées, en tout cas pour les exercices seuls. Et je pense qu'effectivement, du coup, c'est plutôt l'avenir que de travailler en groupe. Donc, super, merci Marie. Si on récapitule sur cette première question, est-ce que j'exerce de façon isolée, seule ou en groupe? Notre réponse à nous aujourd'hui et notre conseil, c'est quand même de privilégier le groupe. Alors évidemment, ça pose une autre question derrière, c'est avec qui je m'associe, avec qui je travaille. Si les gens que j'aime et que les gens avec qui je travaille, je ne les aime pas, qu'est-ce que je fais? Donc ça se travaille. Et donc, nous, souvent, on préconise déjà d'aller remplacer dans des lieux où il y a une équipe pluridisciplinaire, où il y a des équipes qui travaillent en groupe pour se familiariser avec ça. Et on se rend compte aussi aujourd'hui que la plupart des jeunes internes sur les derniers sondages estiment qu'ils ne veulent plus s'installer tout seuls et qu'ils veulent s'installer en structure de soins, soit coordonnée, soit en structure MSP, soit en structure de groupe. Et donc, notre conseil sur cette première question, c'est tester pendant votre période de remplaçant des cabinets de groupe et essayer d'aller sur ce modèle-là parce que c'est un des modèles qui est le plus valorisant pour, comme l'a dit Muriel, la vie personnelle, la vie professionnelle et la santé psychologique. Deuxième question, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de rester remplaçant? Alors, Marie, celle-là, je te la laisse. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant ou pas d'être remplaçant? Et on peut parler à la fois de charges administratives, mais aussi d'un point de vue financier. Est-ce qu'on s'y retrouve plus en tant que remplaçant que personne installée? Marie, si tu nous entends. Avec le micro, c'est mieux. Bien Ouais. évidemment, en fait, le statut de remplaçant, est avantageux sur une chose, effectivement, c'est sur, la partie administrative. C'est-à-dire qu'en tant que remplaçant, donc moi je parle d'un médecin généraliste remplaçant, on va remplacer donc, le médecin et c'est vrai que toute la partie finalement administrative est à la charge, du médecin qu'on remplace. Ça, c'est vrai que c'est l'avantage du remplacement. La seule chose, c'est que, d'un point de vue administratif, comment dire? On est toujours dépendant du médecin qu'on remplace. Il y a un statut de liberté du médecin de remplaçant, c'est-à-dire de pouvoir faire des remplacements, de pouvoir un peu gérer son emploi du temps et de ne pas avoir toute cette partie finalement administrative. Maintenant, c'est quand même un statut un peu précaire dans le sens, quand je parle de précarité, je m'exprime peut-être mal, mais voilà, c'est de dire qu'effectivement, il faut toujours s'adapter en fonction du médecin qu'on remplace. On n'est pas forcément voilà, libre en fonction du médecin qu'on remplace de faire l'exercice tel qu'on le souhaite. Ça permet vraiment, je trouve, le statut de remplaçant de pouvoir se familiariser avec plusieurs types d'exercices, de voir ce qu'on veut faire pour le futur, ce qu'on ne veut pas faire. Tout en n'ayant pas forcément toute la partie administrative, mais en se familiarisant petit à petit justement à tout l'exercice administratif et de poser les questions avec les différents médecins qu'on remplace. Voilà, donc sur le plan administratif, effectivement, c'est plus simple. Maintenant, ça reste quand même, voilà, il faut toujours s'adapter à chaque remplacement. Donc ça, c'est une première chose. Et par rapport sur le plan financier,
Alors, ça dépend effectivement de chaque type de remplacement, mais il y a toujours une rétrocession qui se fait. La seule chose, c'est que finalement, en tant que remplaçant, il y a toujours, alors ça dépend des zones, ça dépend effectivement des régions. Ça va en général ça peut aller de 65% à 95% dans certaines zones. Voilà, en général, on est plutôt aux alentours de 70, 75, 80% de rétrocession du médecin remplacé vers le remplaçant, avec effectivement, du coup, ça, en fonction de l'activité qu'on a, c'est vrai que quand on fait des gros remplacements avec des grosses journées, c'est vrai que finalement, la part de rétrocession au médecin qu'on remplace peut être importante. Alors que voilà, si dans d'autres statuts, par exemple, que la collaboration, voilà, la rétrocession peut être différente et moins importante. Donc, c'est pas forcément, voilà, c'est un peu au cas par cas, mais c'est pas forcément intéressant, en tout cas, de rester remplaçant. En tout cas, ça a un avantage de se familiariser, de pouvoir voir différents modes d'exercice. Mais sur le long terme, sur le plan financier, voilà, c'est pas forcément plus intéressant. Bien évidemment, ça dépend des conditions. Super. Donc, si je résume ton intervention, Marie, c'est bien pour démarrer, mais c'est pas super d'y rester toute sa vie. OK. Question suivante, achat ou location? Donc ça, c'est une question qui est beaucoup revenue et celle-là, je vais me permettre d'y répondre parce que c'est un peu dans notre champ d'action et de domaine. Beaucoup de gens aujourd'hui se demandent s'ils doivent être locataires ou propriétaires de leur futur cabinet lorsqu'ils s'installent. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. En fait, il y a des considérations. Aujourd'hui, il faut savoir que quand vous vous installez dans votre cabinet, si vous voulez acheter votre cabinet et que vous voulez le revendre, c'est pas évident. C'est pas évident parce que on ne sait pas ce que va devenir l'immobilier dans les prochaines années. On ne sait pas si votre cabinet va intéresser quelqu'un au rachat. On revend plus sa patientèle aujourd'hui, donc c'est pas évident. Quand on essaie d'acheter un cabinet qui est dans un complexe, par exemple, là aujourd'hui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je suis dans une MSP. Je suis dans la MSP de Grand Paris, dans la banlieue lyonnaise. C'est une structure qui fait 635 mètres carrés avec 19 box de consultation et 25 professionnels qui exercent. Et les professionnels sont locataires. Aujourd'hui, si on achète son box de consultation dans un cabinet comme celui-ci, c'est-à-dire 20 mètres carrés dans 650 mètres carrés, il faut savoir qu'en termes de valeur immobilière, on n'a pas grand-chose. Et demain, vous allez avoir du mal à revendre votre petit morceau de 20 mètres carrés dans un bâtiment. Par contre, aujourd'hui, si vous possédez l'ensemble d'un complexe, c'est-à-dire si vous possédez l'ensemble d'une maison de santé et que vous êtes associé avec d'autres professionnels là-dessus, là, ça devient intéressant. Donc, l'achat, oui, mais pas l'achat d'un petit cabinet isolé. Il faut plus réfléchir dans une dynamique d'achat d'un bâtiment complet avec d'autres associés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si c'est pour une question de patrimoine, très franchement, achetez un appartement, mettez-le en location, vous ferez plus de patrimoine qu'en étant locataire de votre propre cabinet à vous. Parce que fiscalement, aujourd'hui, c'est très compliqué. Vous versez des loyers à vous-même et vous payez des taxes là-dessus. La location, ça peut paraître un peu plus précaire parce que, effectivement, du jour au lendemain, on peut être mis dehors, entre guillemets, mais ça a un avantage, c'est que c'est plus flexible. Et puis surtout, à terme, on ne sait pas ce que va devenir votre cabinet, on ne sait pas ce que va devenir la médecine et on ne sait pas ce que va devenir l'immobilier. Donc, ça vous évite, si vous voulez changer de lieu, si vous voulez déménager, si vous voulez partir, de vous retrouver avec un cabinet que vous devez revendre impérativement, rapidement, à une valeur qui n'est pas forcément celle du marché ou celle du marché. Donc, nos conseils là-dessus, c'est faites attention. Si vous choisissez la location, essayez de bien regarder ce que ça comprend. Essayez de bien faire votre analyse sur les nombres de mètres carrés au total. Souvent, on vous loue, par exemple, dans une MSP, un box de 20 mètres carrés, et puis vous comparez le prix d'un box de 20 mètres carrés dans une MSP à un appartement qui fait 100 mètres carrés. En fait, ça ne marche pas comme ça parce qu'en fait, vous avez 20 mètres carrés d'espace seul, mais vous avez d'espace privatif, mais vous avez votre salle d'attente, votre kitchenette, votre salle de pause, les toilettes, l'accueil qui sont compris dedans. Donc, quand vous faites une analyse de location, regardez bien le nombre de mètres carrés total dont vous disposez, partie privative et partie commune. Et c'est comme ça qu'il faut comparer. Puis après, vous le comparez au prix du marché. Pour savoir c'est quoi le prix du marché et sur quel prix du marché aller, ne regardez pas les prix d'appartements. Ce n'est pas significatif. Regardez plutôt des prix de bureaux et de coûts de location de bureaux. Enfin, si vous voulez vous engager en tant que locataire, vous avez plusieurs modèles d'engagement. Vous pouvez vous engager sur des beaux commerciaux ou sur des beaux professionnels. Et vous pouvez avoir différentes manières de vous engager sur du 3-6-9, c'est-à-dire qu'à 3 ans, à 6 ans et à 9 ans, votre bail seront, ou sur des engagements un peu plus fermes qui peuvent être sur 6 ans ou sur 10 ans.
Là, on vous encourage généralement à vous faire accompagner par des sociétés qui font très bien ça, des sociétés de location ou par des gens qui ont déjà fait de la location. Quand vous faites de l'achat, ben, c'est un peu la même chose. Essayez de regarder la valeur immobilière de votre bien. Essayez de réfléchir si vous l'achetez simplement pour amortir des charges ou si vous voulez faire du patrimoine. Si c'est pour amortir des charges, c'est intéressant quand vous êtes à plusieurs et pas quand vous achetez un cabinet isolé. Et si c'est pour faire du patrimoine, bah pareil, c'est si vous achetez tout le bâtiment à plusieurs associés ou tout seul, mais une seule part, c'est pas intéressant et du coup, vous allez vous y perdre. Voilà. Je ne sais pas si Muriel et Marie voulaient rebondir sur cette question-là, mais n'hésitez pas. Non, non, moi je suis complètement d'accord avec les arguments apportés, hein. Effectivement, on ne sait pas ce que deviendra la valeur du cabinet. Donc, je pense que la location est une bonne solution. Ouais. Je pense que c'est une bonne solution pour démarrer et que d'ailleurs, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas partir sur un projet d'achat, mais en tant que jeune diplômé ou primo-installé, essayez d'aller d'abord sur de la location, c'est bien plus simple. Ça vous permet aussi de mieux connaître votre environnement. Et si jamais demain, bah, le lieu dans lequel vous vous êtes installé ne vous plaît pas, ne vous correspond pas et vous avez envie d'aller ailleurs, bah, ça vous permet de plus facilement démarrer votre activité et de vous installer dans un secteur plus facilement a fortiori derrière. C'est vraiment les conseils qu'on donne et l'achat, c'est un très bon sujet aussi qui peut être exploré, mais vraiment dans des buts de diminution de charges plus que dans un but patrimonial parce que c'est compliqué dans un but patrimonial. Et à l'achat, vous avez aussi tous les modèles de construction où là, bah, on pourra faire tout un webinaire là-dessus et on vous aidera à mieux comprendre et comment appréhender la construction de ce cabinet médical. Question suivante, du coup, c'est quoi le plus intéressant financièrement à long terme, du secteur 1 ou du secteur 2? Alors Muriel, celle-là, je te la laisse. Ah oui, celle-là, elle est pour moi. Alors, en préambule de nos questions-réponses, on vous a dit, bah voilà, est-ce que vous souhaitez vous installer seul, en collab, en assoce? Moi, je pense qu'il y a aussi une question, enfin, il y a 3 questions pour moi, mais en tous les cas, la première question à vous poser, c'est est-ce que je m'installe en secteur 1 ou en secteur 2? Alors, pourquoi c'est la première question? Parce qu'il faut savoir que si vous faites le choix de vous installer en secteur 1, vous ne pourrez pas changer de secteur au cours de votre carrière professionnelle. Aujourd'hui, il existe 3 types de secteurs. Le secteur 1, c'est le secteur conventionnel. Vous allez pratiquer donc les tarifs d'opposition de l'assurance maladie. Ça signifie que vous ne pourrez pas faire de dépassement d'honoraires. Le secteur 2, ça vous ouvre justement la possibilité de pouvoir prétendre à des dépassements d'honoraires, sachant que, bien entendu, l'assurance maladie veille à ces dépassements et on vous demandera de limiter le montant de ces dépassements. Comment ça va se passer pour vos patients? Vos patients vont être remboursés du tarif de base de la convention médicale. Puis, si votre patient a une mutuelle complémentaire, la mutuelle complémentaire interviendra sur le reste à charge et en fonction des tarifs de mutuelle, le reste à charge sera pris plus ou moins de façon importante par la mutuelle. Aujourd'hui, tous les professionnels de santé, donc tous les médecins, ne peuvent pas tous prétendre au secteur 2. Les professionnels de santé qui pourront prétendre à ce secteur 2 devront apporter la preuve de titres effectués dans des établissements hospitaliers. Tels que les anciens chefs de clinique des universités, les anciens assistants des hôpitaux, les médecins des armées, les praticiens hospitaliers à temps partiel ou à titre permanent. Donc, si vous voulez, si vous souhaitez acter le secteur 2, il va falloir que vous envoyiez des pièces justificatives à l'assurance maladie de votre secteur. L'assurance maladie, donc votre caisse, va étudier tous les éléments que vous leur apporterez et ils pourront juger si vous êtes éligible au secteur 2 ou pas. On fait un troisième secteur, le secteur 3. Alors là, c'est vraiment le secteur hors convention, je dirais.
qui va vous permettre de fixer totalement librement vos tarifs. Par contre, vos patients seront pratiquement pas remboursés. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, une consultation en médecine générale est remboursée à 61 centimes. Et très souvent, les mutuelles complémentaires n'interviennent pas sur le reste à charge. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, nous voyons essentiellement deux secteurs se profiler. Le 1 avec le tarif conventionnel, le secteur 2 qui vous ouvre la possibilité donc de faire des dépassements d'honoraires. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une fois que vous allez signer votre convention, l'assurance maladie va prendre en charge vos cotisations. Si vous êtes en secteur 1, l'ensemble des cotisations assurance maladie seront prises en charge. Si vous êtes en secteur 2, nous prendrons uniquement les cotisations sur la part assurance maladie, tarif de responsabilité. C'est-à-dire que tout ce qui est dépassement d'honoraires, nous ne prenons pas en charge les cotisations sociales. Donc voilà, c'est un choix à faire. Alors, je dirais que ça va aussi dépendre hein, de votre spécialité. Et ce choix, il sera irrémédiable. En fait, c'est pour ça que c'est vraiment peut-être la première question finalement à vous poser. C'est OK, je veux rentrer dans le libéral, mais quel sera mon secteur d'activité? Alors, financièrement, à long terme, ben, vous l'aurez compris, hein, tout va dépendre des dépassements d'honoraires. C'est très, très difficile de vous donner une idée hein, sur le long terme. Là, c'est pareil. Si on prend par exemple, alors un autre cas, je vais vous prendre juste les soins optiques. Qui jusqu'à présent, bien, c'était la libre ouverture des tarifs. Aujourd'hui, les patients souhaitent faire partie du panier de biens et services, c'est-à-dire de ne pas avoir de dépassement et de reste à charge. Je ne peux pas vous dire ce que va devenir le secteur 2 par rapport au secteur 1. En tous les cas, aujourd'hui, c'est toujours ouvert. Voilà. Après, c'est un calcul à faire. Je pense aussi que ça va vraiment dépendre de votre spécialité. Et peut-être du lieu d'installation également. Exactement, et du lieu d'installation. Tout ça sera conjugué, je reviendrai tout à l'heure, hein, parce que je sais qu'il y a des questions sur le lieu d'installation. Si vous souhaitez vous installer dans un secteur où il y a beaucoup de précarité, le secteur 2, vous n'allez pas pouvoir pratiquer des honoraires libres parce que vous serez confronté à des patients qui seront certainement titulaires de la C2S. Et il faut savoir que pour ces titulaires-là, ces assurés-là, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de faire des dépassements d'honoraires. Vous n'avez également pas le droit de faire de dépassement d'honoraires pour tout patient qui se présente au titre d'un accident du travail. Bon, c'est plus limité, hein, mais voilà, je pense que le secteur d'implantation, hein, si vous êtes dans un secteur où il y a beaucoup de précarité, votre secteur 2, finalement, vous ne pourrez pas très souvent appliquer les tarifs que vous souhaitez et les cotisations sociales ne seront pas prises en charge sur la totalité de votre exercice. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Super, je te remercie Muriel. Je vous propose de passer à la suivante. Alors, cette question, elle nous a été envoyée en création de CAB. La personne est en train de créer comment me faire connaître et combien de temps pour avoir une belle patientèle. Alors, je peux peut-être répondre à la première question de comment se faire connaître et puis je pense que Marie, tu pourras répondre peut-être à la deuxième partie. Alors, comment se faire connaître? Aujourd'hui, vous savez que quand on est professionnel de santé, on n'a pas le droit à la publicité. Donc, ça, c'est très encadré aujourd'hui. Par contre, il existe un certain nombre de dispositifs qui vous permettent d'être visible pour les patients. Il existe, par exemple, sans faire de vente, j'en donnais deux, il existe des logiciels de prise de rendez-vous type Doctolib ou Maya Gestion ou Maya qui vous permettent du coup d'avoir une prise de rendez-vous en ligne. Et souvent, on associe ça au moteur de recherche Google ou autre et vous avez des pages qui apparaissent. Donc ça, c'est une première manière de vous faire connaître. La deuxième manière de vous faire connaître, c'est de créer un site internet pour votre cabinet. Encore une fois, pas dans un but publicitaire, mais dans un but de donner de l'information sur votre lieu d'installation, vos spécialités,
la manière dont vous pratiquez, si c'est une profession par exemple, parce que là on parle beaucoup de médecine générale, mais on parle aussi, on a eu beaucoup de questions de personnes qui sont paramédicaux ou non conventionnés. Il faut savoir quel type de pratique vous réalisez, quel type de prise en charge vous réalisez, quel type de soins vous réalisez. Donc ça, c'est important de le noter. Et la dernière chose, c'est que sur votre site internet, vous pouvez également communiquer sur vos horaires d'ouverture, vos temps d'installation, vos temps de présence au cabinet. Donc, ça peut aider les gens à mieux vous connaître. La dernière chose que vous pouvez faire, et vous y avez le droit, c'est de faire des cartes de visite. Alors, encore une fois, pas dans un but de promotion publicitaire, mais d'avoir votre numéro de téléphone avec les informations de prise en charge ou plutôt de prise de rendez-vous que vous pouvez du coup laisser dans votre cabinet. Vous n'allez pas les distribuer dans la rue, mais vous les laissez dans votre cabinet et ça peut aider les gens à vous connaître. Et puis après, très franchement, aujourd'hui, le bouche à oreille reste quand même le meilleur moyen de se faire connaître lorsqu'on s'installe dans un secteur. Sur le temps de création de la patientèle, je pense que Marie, tu peux peut-être y répondre. Et puis, je compléterai moi avec une expérience de Grand Paris où je pourrais vous donner les temps qu'ont mis les professionnels qui se sont installés, des néo-professionnels, pour constituer leur patientèle. Marie, est-ce que tu peux intervenir sur le temps qu'il faut pour avoir une belle patientèle? Toi, par expérience, combien de temps ça t'a pris? Alors, par rapport à se faire connaître, je rejoins tout à fait ce que tu as dit, Mehdi. Bien évidemment, alors moi je parle de la médecine générale, mais je pense que pour d'autres spécialités c'est pareil. On est quand même en sous-effectif médical de façon globale et que de toute façon, voilà, on manque de médecins, en tout cas de médecins généralistes. Donc la peur de ne pas avoir de patients, voilà, je pense qu'elle peut être fondée, mais actuellement elle n'est pas représentative de ce qu'est la situation médicale actuelle. Voilà, toutes les pharmacies, on voit, moi, à chaque fois que je vais à la pharmacie, les pharmaciens me demandent où je suis installée parce que, voilà, eux, il y a un nombre de médecins, de patients, pardon, qui n'ont pas de médecin traitant qui est assez affolant. Donc voilà, le bouche à oreille, bien évidemment, et par les réseaux de santé, finalement, ça peut se remplir très vite, notamment aussi avec les services hospitaliers. Il y a énormément de patients qui sortent d'hospitalisation qui n'ont pas de médecin traitant. Donc voilà, déjà, bon, là je parle de médecin généraliste, ça peut être pour d'autres spécialités, mais en tout cas, effectivement, de par les collègues, voilà, il y a un certain nombre de patients. Le temps d'avoir une belle patientèle, encore une fois, ça dépend bien évidemment. On est quand même en sous-effectif médical dans la France entière. Effectivement, si dans un milieu rural, de toute façon, enfin, qui est en effectif médical, qui est sous-doté en effectif médical, de toute façon, la question ne se posera pas. Pareil, en réseau urbain. Alors, ça dépend de toute façon de votre activité. Moi, je pense qu'il faut un peu varier son activité aussi. Par exemple, en médecine générale, faire du rendez-vous, du sans rendez-vous. Du moins au début. Je pense que ça prend quelques mois. Après, je vous dis, ça dépend vraiment de la situation géographique parce qu'on est quand même en manque de médecins. Donc, à moins d'aller dans une rue où il y a déjà 10 médecins, et encore, je vous dis, il y a tellement une pénurie de médecins que ça se fait en quelques mois, je pense. Et voilà, en tout cas, en médecine générale, de ce que je connais, ça peut aller très vite, en tout cas, d'avoir une belle patientèle. Super. Effectivement, je te rejoins, Marie, on n'en a pas parlé, mais ça se fait de moins en moins, mais ça se faisait beaucoup à une époque. N'hésitez pas à vous présenter à vos confrères sur le territoire et à tous les professionnels du territoire. N'hésitez pas aussi à aller vous présenter aux dispositifs un peu plus larges, type les CPTS. On reviendra après à une question dessus, on vous expliquera ce que c'est que les CPTS. N'hésitez pas à vous faire connaître en allant voir des pharmaciens, en allant voir des gens, que vous soyez professionnels de santé médicaux, paramédicaux ou non conventionnés. Ça vaut toujours le coup d'annoncer son arrivée sur un territoire. Et ça se fait de moins en moins, on remarque aujourd'hui. Ça se faisait beaucoup à une époque, mais je pense que c'est intéressant pour vous faire connaître. Et puis, pour vous donner donc les retours en chiffres qu'on a, nous, sur la MSP de Grand Paris, donc sur les médecins généralistes qu'on a, on en a 8. Il y en a un seul qui était déjà installé. Tous les autres, c'est une création de cabinet. On sait qu'en moyenne, on dit qu'il faut avoir c'est un médecin pour 1000 patients en médecin traitant, 1000 patients médecin traitant. Et aujourd'hui, ils ont ouvert en octobre. On est donc en janvier, donc ça fait à peu près 4 mois, 4-5 mois maintenant qu'on a commencé. Et ils sont à peu près tous à 400, 450, quasiment 500, entre 500 et 600 patients médecins généralistes déclarés. Donc, ils ont fait à peu près la moitié aujourd'hui. Ils ont une très bonne patientèle. Elle ne fait que grandir au fur et à mesure. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, Marie, ça prend quelques mois. On se dit qu'en
en 8-10 mois, normalement, vous avez constitué votre patientèle médecin traitant. Pour les paramédicaux, ici, c'est à peu près la même chose. Les non conventionnés, c'est à peu près la même chose. Tout le monde est arrivé à peu près à la moitié de son activité maximum au bout de 4 mois. Voilà. Donc, ça va plutôt vite, finalement, de se constituer une patientèle. Je propose de passer à la question suivante. Et du coup, alors, question suivante. Est-ce que je prends une vraie secrétaire, un ou une vraie secrétaire, un télésecrétariat décentralisé ou un service de prise de rendez-vous en ligne ou pas de secrétariat? Alors, compliqué comme question parce que ça dépend vraiment de votre modèle d'activité et de la manière dont vous allez aujourd'hui vouloir exercer. Marie, je peux peut-être te laisser nous parler de ton expérience là-dessus et puis moi, je compléterai. Donc moi, j'ai commencé à exercer dans une maison de santé qui venait de se créer où il n'y avait pas de secrétariat. Et c'est vrai que je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas notamment parce que donc, en tant que médecin, on a énormément de choses déjà à faire et que ça, malheureusement, voilà, les coups de téléphone, les coups de fil, les mails sont fréquents, que ça casse une consultation, que ne pas répondre, c'est aussi prendre le risque de passer à côté de messages urgents. Voilà, ça coupe le rythme. Et moi, la quelques expériences que j'ai eues de ça y pas. Parce qu'en fin de journée, on est vraiment, voilà, on a la tête, voilà, on n'en peut plus. Et donc ça, franchement, Marie, on a un petit problème avec ton. Ça grésille un tout petit peu. Peut-être un problème avec ton écouteur. Tu m'entends? Ouais, mais ça grésille pas mal. Je vais essayer avec mon... Peut-être couper et rallumer. Les problèmes du direct. C'est mieux ou pas? Ouais, on t'entend bien comme ça. Non. Ok, c'est bon, on t'entend. Tu m'entends? Oui, on t'entend, Marie. Alors, le temps que Marie revienne, je prends le relais. Donc, c'est vrai que, comme le disait Marie, ne pas avoir de secrétariat aujourd'hui, ça paraît compliqué pour des cabinets médicaux et même alors, paramédicaux, peut-être moins parce qu'on a peut-être des fois moins de charges à déléguer, moins de choses à faire. Mais aujourd'hui, si vous pouvez avoir une secrétaire et que ça rentre dans vos charges, on vous conseille de l'avoir. C'est intéressant pour vous et c'est intéressant aussi pour vos patients parce que ça permet d'avoir une présence lors de l'arrivée dans le cabinet. Il ne faut pas oublier que c'est très important de considérer la manière dont le patient est accueilli dans votre cabinet. Alors, si vous n'avez pas de secrétaire, pensez quand même à l'atmosphère, faites en sorte que vous ayez une belle salle d'attente, que ce soit accueillant parce que ça participe à conditionner le patient dans la manière dont il va concevoir sa consultation. Et s'il la conçoit bien, ben, on sait qu'il va avoir une meilleure observance. Et s'il a une meilleure observance, eh ben, il y a plus de chances pour lui de se remettre de ses problèmes. L'autre chose, c'est télésecrétariat décentralisé, ça marche bien aujourd'hui. Mais le retour qu'on a, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs sur le marché et qu'il faut faire attention à choisir un acteur qui correspond à vos besoins. Donc, on en a certains qui vont vous faire, par exemple, payer un forfait qui va vous permettre du coup de payer tous les mois le même prix et d'autres qui vont vous dire, ben, on vous paye au volume d'appels que l'on traite. Donc là, c'est très important pour vous de quantifier votre besoin en télésecrétariat. Est-ce que vous allez avoir 500 appels par mois et du coup, ben, dans ce cas-là, ça vous permet de dire, ben, OK, ben, je reste à ce prix-là, ou est-ce que vous allez avoir 1500 appels par mois et dans ce cas-là, il vaut mieux partir sur une solution avec un prix forfaitaire. Dans tous les cas, nous, on vous conseille d'attendre et de mettre le télésecrétariat en deuxième temps si jamais vous avez déjà une secrétaire. Analysez-le après. Si vous n'avez pas de secrétaire, effectivement, vous pouvez le faire. En ce qui concerne la prise de rendez-vous en ligne, là, par contre, je pense que c'est nécessaire maintenant. C'est devenu, avec la crise Covid et puis avec les grandes boîtes qui font ça aujourd'hui, une évidence que les patients aiment ça. Ça permet quand même de prendre son rendez-vous sans avoir besoin d'appeler le secrétariat, sans déranger la secrétaire ou sans rester 2 heures au téléphone parce qu'on attend ou non, ça ne convient pas, c'est pas ce jour-là et ainsi de suite. C'est plus serein pour le professionnel de santé. Et on a remarqué que grâce au dispositif de prise en charge de rendez-vous en ligne,
on a un taux d'absentéisme et de rendez-vous non honorés qui est quand même bien diminué parce qu'on leur rappelle quasiment 4-5 fois leur rendez-vous entre le moment où ils ont pris rendez-vous et le jour J où ils sont dans votre cabinet. Donc ça, la prise de rendez-vous en ligne, on la conseille quand même pas mal, même si on n'a aucune action dans tous les acteurs qui font ça, c'est bien. Voilà. Donc, je pense que la réponse qu'on peut vous faire, c'est si vous pouvez avoir une secrétaire, tant mieux, et faites ce choix. Télésecrétariat, attendez de voir comment ça évolue, ou si vous devez le mettre dès le départ, pensez bien à vérifier si vous allez prendre un secrétariat sous forme de coût à l'appel ou un forfait. Et donc là, il faut essayer de dimensionner le nombre d'appels que vous pouvez potentiellement avoir sur votre cabinet. Et le secrétariat en ligne, ou plutôt la prise de rendez-vous en ligne, ça, c'est un incontournable maintenant dans nos cabinets. Marie, je ne sais pas si tu Mehdi, nous as tu m'entends? rejoint. Oui, c'est Tu bon. m'entends? Oui, Désolée pour tout à l'heure. Non, ce que je voulais dire, je suis totalement d'accord avec toi. L'idée, c'est que je pense qu'il faut vraiment, bien, essayer de comprendre quels sont vos besoins, quelles sont vos priorités. Le télésecrétariat décentralisé, c'est pas mal aussi, mais ça demande aussi forcément, il y a beaucoup moins d'autonomie, que quelqu'un, enfin un secrétaire, sur place, bien évidemment, parce que toute question doit être, sera transmise et donc ça on répond facilement, mais effectivement, bon, ça demande aussi du temps. Faut savoir ce qu'on veut et faut juste il y a de plus en plus d'offres, pour, ce qui regroupe télésécrétariat, prise de rendez-vous en ligne aussi. Il y a énormément maintenant, d'offres, d'accord. donc voilà, il faut voir un peu en fonction du tarif, et ce qu'on veut. Voilà, mais il y en a énormément. Si, il y a des questions, on pourra voilà, en citer quelques-uns, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'offres. Donc, bien réfléchir à ce qu'on veut en termes de budget et de demande. Super. Alors, question suivante, elle arrive chez moi un petit peu en avance, donc je vais vous la lire. C'est quoi les vraies différences au quotidien entre un cabinet de groupe et une MSP? Alors ça, Muriel, je peux peut-être te laisser répondre. Quelle est la grosse différence aujourd'hui entre des gens qui exercent en groupe et des gens qui exercent en cabinet MSP? Et oui, alors ça peut être tout ou rien. En fait, si vous voulez, certains professionnels de santé se mettent en cabinet de groupe, mais finalement travaillent les uns à côté des autres sans vraiment échanger. Et puis d'autres sont en cabinet de groupe et ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble avec pour projet de répondre aux besoins de leur patientèle. Et là, on a une énorme différence. C'est-à-dire qu'en MSP, l'ADN de cette MSP, c'est de travailler justement ensemble et pour répondre aux besoins de la patientèle. Et l'avantage, c'est qu'il y aura des financements de l'assurance maladie. Je vous parlerai également plus tard des financements de l'ARS. Je dirais que si vous travaillez en groupe, si vous travaillez avec des confrères et consoeurs d'autres professionnels de santé, mettez-vous en MSP, essayez de bâtir cette maison de santé pluriprofessionnelle, sachant aussi que cette MSP, elle peut être monosite et multisite, mais ça j'en parlerai tout à l'heure, parce que vous allez travailler ensemble et finalement, nous allons récompenser tout ce travail accompli euh, pour votre patientèle, pour la population que vous avez autour de votre cabinet. Voilà, c'est vraiment la grande différence. Aujourd'hui, quand on accompagne des professionnels de santé qui souhaitent se monter en MSP et qui sont déjà en cabinet de groupe, c'est la question qu'ils nous posent, mais c'est quoi la différence? C'est simplement que nous, on va valoriser tout le travail que vous faites depuis des années et qui n'était pas jusqu'à présent valorisé. Voilà. Super. Je te remercie, Muriel, pour cette réponse. Question suivante. Alors, je suis actuellement salarié et j'aimerais passer en libéral. C'est possible et comment on fait? Donc, Muriel, je peux te la laisser celle-là Ouais. aussi. Bien sûr, c'est possible, absolument, hein. Vous n'aurez qu'à aller au Conseil de l'Ordre, hein, pour signifier donc votre installation en libéral. Vous aurez au préalablement choisi donc votre secteur d'activité, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous aurez également choisi votre lieu d'implantation.
Vous allez donc faire une modification de votre dossier en tant que professionnel de santé auprès du Conseil de l'Ordre. Et ensuite, vous allez prendre contact avec la caisse d'assurance maladie de votre lieu d'exercice. Donc, c'est très simple. Première étape, le Conseil de l'Ordre. La deuxième étape, je vous invite à aller sur le site amélie.fr dans la rubrique professionnelle de santé, votre installation, et vous allez être guidé. Aujourd'hui, nous avons un système d'installation avec un portail où vous pourrez vous inscrire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quelles seront les pièces justificatives? Très simple. Un RIB professionnel, un RIB personnel, une photocopie de votre carte vitale ou de votre attestation vitale, et ensuite vous vous laissez guider. Voilà, donc c'est très facile et très simple. Super, merci Muriel. Et je complète du coup la checklist qu'on vous a mis au départ. Vous pouvez l'utiliser du coup pour valider tous les points. Donc, ça vous permet de savoir comment on fait. Voilà. Sachant que on peut également, on en reparlera après, avoir un exercice mixte parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être et salarié, encore une fois, et en activité libérale à côté. Les deux sont possibles et peu importe le type de profession, que ce soit médecin généraliste, kinésithérapeute ou infirmière ou autre profession, vous pouvez avoir un exercice en salariat et libéral cumulé en même temps. Et donc ça, à chaque fois, ça met en place des dispositifs qui sont à peu près les mêmes que ceux que vous avez expliqués, Muriel. Alors, question suivante. Quel est l'intérêt de rejoindre une CPTS? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une CPTS, c'est une communauté professionnelle territoriale de santé. C'est Muriel qui va peut-être en parler le mieux, Oui. C'est vrai. Je vais te laisser l'expliquer puisque ça fait partie de tes prérogatives. Tout à fait. Alors, je vous ai parlé de la MSP. Avec l'ADN de cette MSP, c'était donc de travailler ensemble autour d'une patientèle commune. Bien, la CPTS va être beaucoup plus large. C'est travailler ensemble autour de la population d'implantation de la CPTS. Alors, nous n'allons pas retrouver dans cette CPTS uniquement des professionnels de santé libéraux. Nous allons retrouver tous les professionnels de santé, tous les acteurs de la santé, que ce soit les établissements privés, publics, les établissements médico-sociaux. Nous allons retrouver toutes les associations concernant, excusez-moi, je perds mon mot, dans toutes les associations, je reviendrai, et vous allez tous travailler ensemble. Tous travailler ensemble pour répondre aux besoins, là pour le coup, de la population. Quel est l'intérêt également? L'intérêt, ça va être de vous connaître. Nous, le recul que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit que toutes les équipes qui souhaitent se monter en CPTS, bien finalement, ne connaissent pas l'établissement hospitalier de référence, ne savent pas vers qui il faut s'orienter, ne savent pas quelles sont toutes les aides sociales et tous les services sociaux à la disposition de la population. Et donc, en fait, si vous voulez, rejoindre une CPTS, c'est vraiment travailler collectivement pour l'intérêt de votre population, de tous vos patients, et ça va être extrêmement large. Vous allez travailler avec les établissements, vous allez protocoliser. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, vous avez un patient qui sort de l'hôpital. Comment ça se passe pour vous? Souvent, ça ne se passe pas très bien parce que le patient, il est un peu laissé dans la nature. Eh bien, grâce à la CPTS, il va y avoir des parcours coordonnés et il va y avoir un renforcement du lien de la ville-hôpital et de l'hôpital à la ville. Et ça, c'est vraiment une attente de toute la population. Parce qu'aujourd'hui, une personne âgée qui rentre à son domicile, eh bien, elle se sent vraiment démunie, elle ne sait pas vers qui s'orienter et la CPTS pourra répondre à ce besoin. Super. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à réagir encore une fois aux réponses que l'on donne. Si ça soulève des questions parallèles, n'hésitez pas à les poser. On y répondra au fur et à mesure. Question suivante. Alors,
Je Je rajouterais juste suis, aussi, oui, pardon, excuse-moi Marie, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie, je reviens à la question. excuse-moi, je me permets juste de dire notamment que ça a été l'objet de ma thèse, donc c'est pour ça que je me permets d'intervenir aussi par rapport au CPTS. Mais on a vu dans le contexte de crise sanitaire, il y a eu énormément d'initiatives aussi de centres de santé qui ont été créés, notamment sous l'impulsion des CPTS. Voilà, et donc le travail coordonné, pardon, je vais y arriver. Coordonné, en fait, a vraiment permis, dans le contexte du Covid, voilà, d'organiser des soins, des prises en charge, des partenariats avec les infirmières, voilà, des paramédicaux. Donc, vraiment, ça a été assez intéressant en période de Covid. Ouais, super. Donc, c'est super ouais, effectivement d'avoir une CPTS sur son territoire. Sachez que n'importe qui, entre guillemets, peut aujourd'hui être à l'origine de la création d'une CPTS sur votre territoire s'il n'y en a pas et que vous avez envie d'en créer une. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre ARS et également de votre CEPAM régional ou départemental qui pourra vous donner un certain nombre de, de solutions et vous expliquer comment monter les structures. Sachez également que chez Stan, on l'accompagne également cette création-là et qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont envie de monter leur CPTS. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Ça peut être une super aventure en parallèle d'une MSP ou en parallèle d'une installation ou tout bonnement si vous êtes déjà installé. Oui, je voudrais Oui. rebondir sur ce que Marie vient d'expliquer, hein. Effectivement, nous, on a vu une envolée des CPTS avec la crise Covid. Parce que les CPTS qui étaient déjà sur le territoire ont vraiment joué le jeu et ont été facilitateurs dans l'approvisionnement des masques, des charlottes, des surblouses. Voilà, ils ont vraiment contribué à ce travail coordonné et ont rendu franchement service à leurs confrères et consoeurs. Et on a vu l'émergence des CPTS, mais vraiment exploser depuis la crise du Covid. Super. Question suivante. Alors, je suis disposé à bouger facilement et je me demande où m'installer. Est-ce que je peux m'installer où je veux? Et avez-vous des recommandations pour certaines régions et villes? Alors, théoriquement, oui, aujourd'hui, on peut s'installer où on veut, mais ça dépend aussi de votre statut. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont dites en surdotation et qui vous empêchent de vous installer sans le départ d'une personne de la même profession sur votre territoire, que vous soyez professionnels médicaux, paramédicaux, encore une fois, ou non conventionnés. Il y a des mécanismes qui vous empêcheraient potentiellement de vous installer si on estime que la zone est trop surdotée dans votre activité. Il n'empêche que vous pouvez quand même vous installer dans toutes les régions de France et qu'il existe énormément de lieux qui, eux, sont en sous-effectif. Et donc, naturellement, si on devait vous recommander des lieux où vous installer, c'est cela. Mais aujourd'hui, on ne peut pas vous obliger à vous installer dans une région particulièrement. Excepté fait d'un dispositif qui s'appelle les contrats CESP, qui sont des contrats qui permettent de rémunérer les professionnels médicaux, donc les médecins, durant leurs études. Alors, je passe sous contrôle, Muriel, n'hésite pas à me corriger, mais qui permettent de les rémunérer et qui nécessitent d'avoir un engagement d'une durée, je crois, de 5 ans Oui. derrière en installation dans ce qu'on appelle une ZAC, donc une zone d'action complémentaire ou une ZIP, une zone d'action prioritaire. Si vous faites partie de ce dispositif-là et que vous ne savez pas où vous installer, n'hésitez pas à aller sur Internet. Et alors, je ne me souviens plus du site, peut-être que Muriel, tu l'auras, mais vous avez le zonage Alors, actuel français. Ouais, c'est sur le site de la PAPS, donc de l'ARS. voilà, c'est ça, sur le site de l'ARS. Et du coup, vous allez retrouver l'ensemble du zonage français et si la situation du territoire sur lequel vous voulez vous installer. Et donc, ça vous permettra de savoir si vous pouvez ou pas vous installer. C'est un peu la même chose après, encore une fois, en passant par l'ARS, si vous voulez savoir si votre zone est surdotée dans votre profession et vous pouvez vous installer ou pas vous installer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, oui, je peux m'installer quasiment où je veux en France. Idéalement, installez-vous là où il y a un peu moins de monde, ça pourra aider. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à vous référer au zonage pour savoir si vous êtes dans une zone de surinstallation ou pas, ou de surinstallation, non, mais de suractivité. Muriel, tu veux peut-être compléter? Oui, vous pouvez également aller sur un outil qui s'appelle Rezone et qui Oui, va également vous permettre de vous situer
Alors, Rezone est très, très intéressant comme outil. D'abord, ça va vous permettre de vous situer, comme le disait Mehdi, à savoir est-ce que vous êtes dans une zone sous-dotée, surdotée ou intermédiaire. Ça va permettre également pour vous de vérifier l'offre de soins qu'il y a sur le territoire d'installation. Donc là aussi, ça vous permet de finalement, s'il y a trop de médecins et que vous jugez que un de plus serait de trop, voilà, vous verrez un petit peu tout ça. Vous verrez également sur Rezone euh, la, excusez-moi, la photographie de la patientèle avec les tranches d'âge, les pathologies les plus prégnantes. Voilà, oui, alors donc là, Marie Le met le petit lien, lien, hein, super, le lien de merci Marie. Rezone. Voilà, c'est un outil que vraiment je vous conseille. L'outil de l'ARS, donc c'est la PAPS, hein, le portail d'appui aux professionnels de santé, va vous permettre aussi, mais personnellement, je le trouve moins ergonomique, mais va vous permettre également donc de voir si vous êtes dans une zone sous-dotée ou surdotée. Juste pour information, on a dans le Rhône des zones surdotées pour les infirmiers et les masseurs kinés. Donc, comme le disait Mehdi, avant de vous installer, renseignez-vous. Vous pourrez vous installer dans ces zones-là dites surdotées, mais il faudra qu'il y ait eu un départ dans la zone, c'est-à-dire qu'une arrivée fera toujours face à un départ. Donc là aussi, vos caisses d'assurance maladie sont là pour vous aider, pour vous orienter et pour vous guider dans le choix de l'installation. Super. Merci Muriel, et puis merci Marie de nous avoir partagé dans la discussion en même temps les différents liens qui pourront aider les personnes qui suivent ce webinaire. Question suivante. Je suis en train de préparer mon installation et je dois choisir mon logiciel, mais je suis complètement perdu devant toutes les offres qui existent sur le marché. Comment on choisit son logiciel? Est-ce qu'il y a de vraies différences ou c'est pareil au même? Alors, oui, il y a énormément de logiciels et aujourd'hui, oui, il y a des méthodes pour choisir son logiciel. La première chose qu'il faut savoir, c'est est-ce que c'est un logiciel que vous allez utiliser uniquement pour vous ou est-ce que vous allez utiliser un logiciel pour de l'exercice coordonné? Ça, c'est la première chose parce que tous les logiciels ne permettent pas d'avoir une interface de soins coordonnée et donc ça va vous bloquer un tout petit peu. Donc déjà, est-ce que j'exerce tout seul? Est-ce que le logiciel va me servir uniquement à moi ou est-ce que le logiciel va servir à une équipe derrière? Ça, c'est le premier truc. Un exemple tout simple, quand on est dans une MSP, maison de santé pluriprofessionnelle labellisée par l'ARS, vous avez une obligation d'avoir des logiciels dits certifiés ASIP niveau 1 ou niveau 2. C'est-à-dire qu'il y a des critères qui permettent de dire ce logiciel peut être utilisé dans une MSP ou pas. Vous pouvez retrouver la liste de tous ces logiciels assez facilement. Et donc, quand vous allez être avec un éditeur, il faut lui demander si vous êtes dans une MSP, est-ce que ce logiciel est certifié au moins niveau 1 ou niveau 2, donc ASIP niveau 1 ou ASIP niveau 2. La deuxième chose importante, faites attention quand vous choisissez vos logiciels, alors c'est de moins en moins le cas, mais il en reste encore beaucoup, à ce que ces logiciels soient des logiciels hébergés sur des serveurs dits HDS. Donc, HDS, c'est pour sécurisation des données médicales et données sensibles. Aujourd'hui, c'est une obligation en tant que professionnel de santé d'héberger vos informations médicales et de vos patients sur ces logiciels-là. Je vous donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de professionnels qui le font parce que c'est pratique, mais ce n'est pas parfait aux yeux de la loi. C'est d'envoyer de l'information médicale ou des comptes rendus médicaux ou des questions via WhatsApp à leurs confrères. Alors, c'est super facile d'utilisation, c'est vrai, c'est intuitif et on a l'habitude, mais légalement, c'est un peu touchy. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe des dispositifs type, par exemple, GSM ou CISRA en Rhône-Alpes, qui sont des canaux sécurisés permettant de diffuser de l'information et de diffuser des documents de confrère à confrère en médecine de ville et à l'hôpital. Donc, vérifiez bien aussi que votre logiciel est compatible avec ces notions RGPD et surtout HDS. Ensuite, il n'y a pas trop de différence. Après, quand on regarde ce qui reste entre eux, effectivement, il ne reste plus beaucoup de différence, si c'était l'ergonomie de travail. Et donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de tester les outils. Vraiment, tester différents produits, tester différents outils parce que il n'y a pas un outil qui fonctionne mieux que l'autre parce qu'ils sont vraiment tous dépendants de votre façon d'exercer
et la manière dont vous pensez ranger, ranger votre information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie d'avoir tel type d'information rangée de telle manière, et puis logiquement, le chaînon suivant, c'est ça. Et puis il y en a d'autres qui veulent ranger l'information d'une autre manière, et du coup, le chaînon manquant, c'est celui-ci. Donc il existe des logiciels qui sont assez intuitifs et du coup qui sont ergonomiques, et puis il existe des logiciels qui sont moins intuitifs, mais beaucoup plus personnalisables, mais qui vont vous nécessiter d'avoir du temps de travail. Donc, voilà ce qu'on peut vous dire. Sur le marché, on ne va pas vous citer plein de logiciels. Par contre, en description, ou encore une fois, on pourra vous donner pas mal d'éditeurs différents. Comme ça, il n'y aura pas de sponsoring d'un éditeur en particulier. Donc, mon conseil, c'est est-ce que vous exercez seul ou est-ce que vous exercez à plusieurs? Si c'est à seul, vous avez un type de logiciel. Si c'est à plusieurs, vérifiez que vous pouvez vous passer des informations entre chaque professionnel. C'est important. Deuxième chose, vérifiez le niveau de sécurité des données de votre logiciel. Donc, si vous êtes dans une MSP AZIP niveau 1, niveau 2, si vous n'êtes pas dans une MSP, au moins niveau HDS. Et troisième chose, regardez votre manière d'utiliser le logiciel et lesquels sont personnalisables ou pas personnalisables. Comme ça, vous serez au moins rassuré d'utiliser le bon outil. Et puis, dernière chose, essayez de vérifier quand même votre niveau d'engagement sur les logiciels. Ça, c'est mon conseil personnel. Ne vous engagez pas sur des logiciels où on vous demande 5 ans d'engagement ou 3 ans d'engagement. D'une, parce que votre pratique a peut-être changé. Deux, parce que le logiciel, peut-être qu'il ne va plus vous plaire. Et trois, parce que du coup, vous allez être complètement engagé là-dessus. Marie, est-ce que tu veux peut-être intervenir sur le logiciel, ou est-ce que ça va, ce que j'ai dit? Pas bête, peut-être. Non, tu as tout dit. Après, voilà, c'est juste par rapport à l'utilisation. Si MSP aussi, voilà, travail coordonné, il y a certains types de logiciels, ce que tu disais. Voilà, après, si l'aspect financier, voilà. Non, mais sinon, tu as tout dit. Ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on a, et surtout d'en tester plusieurs si on a la possibilité avant de. Ouais, il faut savoir aujourd'hui que quasiment tous les fournisseurs de logiciels vous permettent de faire des tests, soit directement chez vous, soit en vous donnant accès à distance à des versions d'essai, soit même en prenant des fois la main sur votre ordinateur pour vous permettre progressivement d'apprendre pas à pas à utiliser l'outil. Question suivante du coup. Est-ce que c'est réaliste d'envisager de faire sa compta tout seul, ou bien faut-il forcément prévoir un comptable? Et quel est le budget approximatif pour un comptable? Alors, je ne sais pas si vous voulez commencer, mesdames, à répondre à cette question. Peut-être Marie, et puis après Muriel, et je complète. Alors, bien évidemment, tout peut se faire, hein. Après, de par expérience et de l'expérience de tous mes collègues, je pense vraiment qu'il faut se faire aider d'un comptable. L'idée, c'est que ça demande quand même une grande rigueur. On n'est pas forcément formé pour. Alors, il y a forcément des gens qui seront plus à l'aise avec la comptabilité, mais honnêtement, ça prend énormément de temps. De toute façon, il faudra quand même que vous ayez une gestion méticuleuse, parce que vous pouvez avoir un comptable, mais voilà, il faut quand même faire les choses correctement. Mais je vous conseille vraiment de prendre un comptable, et notamment dans l'exercice médical, de prendre un comptable qui a l'habitude avec l'exercice médicaux, paramédicaux, voilà, parce que c'est quand même un statut un peu particulier, et donc je vous conseille quand même de vous rapprocher de comptables qui ont l'habitude de l'exercice médical ou paramédical. Alors après, bien évidemment, il y a le comptable, il y a aussi l'expert comptable. Le prix ne sera pas pareil. Et en termes de budget approximatif, bien évidemment, ça dépend. Ça peut aller de 80-90 fourchettes basses. Après, en fonction de l'expertise du comptable, à peu près. Mais en général, je dirais une fourchette. Alors, Mehdi, tu me dis si je me trompe, mais je pense que ce serait aux alentours de entre 100 et 200 euros. Voilà, à peu près, en fonction. Ouais. Oui, alors là, on est sur du tarif effectivement horaire. À la fin, on est autour des 1 000 à 2 000 euros par an pour une expertise comptable. Ce qu'il faut également regarder, c'est aussi votre statut juridique d'exercice. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez pas, ou une micro-entreprise, vous n'avez pas besoin forcément d'un comptable, parce que vous n'allez pas déclarer toutes vos charges d'exercice. Vous allez simplement afficher à la fin du trimestre ou du mois, ça dépend de votre choix de déclaration. Vous allez afficher votre chiffre d'affaires réalisé, et puis là-dessus, l'URSSAF va directement vous calculer vos cotisations, puis vous réglez vos cotisations, soit de façon mensuelle, soit de façon trimestrielle.
Vous pouvez également opter pour le prélèvement de l'impôt directement sur le revenu, ce qui vous permet de payer vos impôts en même temps. Et donc, il y a certaines professions aujourd'hui qui fonctionnent très bien en auto-entreprise ou en micro-entreprise. Quand vous passez à ce qu'on appelle le BNC, donc bénéfices non commerciaux, donc une grande majorité de l'activité, lorsque vous dépassez finalement plus de 35 000 euros de chiffre d'affaires annuel en moyenne, bah là, on vous conseille de passer sur du BNC, bénéfices non commerciaux. Et donc là, vous êtes obligé de déclarer à la fois vos gains, vos recettes, mais également vos charges et vos dépenses pour qu'on ait une balance et qu'à la fin, quand on va vous faire payer vos cotisations sociales et impôts, on va vous les faire payer sur votre résultat que vous aurez fait, ce qu'on appelle le bénéfice. Et donc là, la plupart du temps, on conseille d'avoir quand même un expert comptable ou un comptable avec soi parce que il faut jongler avec toutes les factures. Il faut savoir quel type de facture correspond à quel type de déclaration, comment est-ce qu'on les range, comment on optimise aussi sa fiscalité. Il faut être aussi parfaitement transparent. Il y a des manières d'optimiser sa fiscalité. Donc, la plupart du temps, il faut se faire accompagner là-dessus. Et donc là, on conseille d'avoir un expert comptable avec nous. Et puis pour les budgets, tu as totalement raison, Marie. Et puis garder une enveloppe en tête de entre 1 000 et 2 000 euros annuels pour l'expertise comptable. Question suivante. Moi, j'aimerais bien travailler dans un centre de santé, mais je suis heureux en tant que salarié et j'aimerais quitter l'hôpital. Mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Qui peut créer un centre de santé? Donc, la question, je pense que tu peux y répondre, Muriel, aujourd'hui. Oui. Qui peut créer un centre de santé? Alors, les modalités d'ouverture de ces centres de santé, elles ont été modifiées dernièrement par le ministère de la Santé. Jusqu'à présent, il fallait un agrément préfectoral. Aujourd'hui, c'est l'ARS qui va donner l'accord pour ouvrir un centre de santé. Pour ouvrir un centre de santé, finalement, qui le souhaite pourra ouvrir ce centre de santé, mais il devra porter à la connaissance de l'ARS le projet de santé. Aujourd'hui, les centres de santé sont de plusieurs types. On a des centres de santé infirmiers, centres de santé dentaire et ce qu'on appelle des centres de santé polyvalents, où nous rencontrons donc des médecins et des auxiliaires médicaux. Donc, sachez qu'effectivement, vous pouvez ouvrir un centre de santé. Bien sûr, il va y avoir une notion de l'implantation. Où sera implanté votre centre de santé? Pour quels besoins? Pour quelle orientation? Il y aura donc besoin d'écrire un projet de santé quand même assez étayé. De toute manière, moi, ce que je vous conseille, c'est de contacter l'ARS du secteur où vous souhaitez vous installer et ils vous donneront toutes les informations nécessaires. Pour information, le centre de santé, on ne va pas retrouver de libéraux. Donc, effectivement, là, dans la question, la personne, elle est heureuse en tant que salariée, eh bien, elle sera bienvenue dans un centre de santé. Là aussi, au niveau des tarifs de responsabilité, les centres de santé appliquent des tarifs conventionnels de secteur 1 et vous êtes amené à recevoir beaucoup de patients qui sont très souvent plutôt en précarité. En tant que salarié d'un centre de santé, les honoraires ne seront jamais versés directement aux professionnels de santé, mais au centre de santé lui-même. Puisque ce centre de santé, finalement, ce sera comme un établissement hospitalier. Il va être créé dans la base de données de l'assurance maladie avec un numéro d'identifiant qui lui sera propre. Et toutes les consultations ou soins seront versés directement par l'assurance maladie au centre de santé. Et ensuite, c'est un salaire qui est versé à tous les membres du centre de santé. Et donc voilà, l'ARS et qui le souhaite peut ouvrir un centre de santé. Donc c'est vrai que Pour ça a été compléter, beaucoup allégé, beaucoup allégé. C'est dans la loi HPST où, comme pour les maisons de santé pluriprofessionnelles, il faut un projet de santé. Voilà. pour Oui. compléter ce que dit Muriel, donc vous l'aurez bien compris, on parle de maison de santé. C'est ça, c'est un terme qui souvent est un peu compliqué. On confond les deux. On parle de maison de santé lorsqu'on est dans un statut libéral Libéral. et on parle de centre de santé lorsqu'on est dans un statut salarié.
Ce qu'il faut également savoir, c'est que quand vous montez votre centre salarié, il faut vraiment, vraiment vous pencher sur le bilan économique de la structure. Mmh. À la différence d'un cabinet libéral, un centre de santé a quand même beaucoup de charges. C'est-à-dire que le centre de santé, comme l'a dit Muriel, va encaisser l'ensemble des honoraires de consultation, mais il va devoir payer aussi à sa charge, en plus des salaires, l'ensemble des personnels administratifs, l'ensemble des charges d'exploitation du centre, c'est électricité, loyer, le matériel, le ménage, la sécurité, et ainsi de suite. Donc, si vous partez sur une idée de centre de santé, on vous conseille de vraiment bien travailler le business plan Mmh. parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les centres de santé, pour la plupart, ont des difficultés à fonctionner parce qu'entre les encaissements d'honoraires et les charges et les salaires, on est souvent dans un plateau juste à l'équilibre. Mmh. Donc, ça se travaille. C'est pas impossible, mais ça nécessite de faire une vraie étude économique avant de se lancer dans le milieu du centre de santé et dans l'activité en centre de santé. En tant que salarié, par contre, vous pouvez totalement rejoindre un centre de santé sans problème. Et là, vous allez avoir un fonctionnement qui est quasiment similaire à celui du système hospitalier. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle il y a peu de centres de santé, parce que financièrement, c'est vraiment un équilibre à tenir et qui est assez compliqué. Même si l'assurance maladie donne des subventions aux centres de santé, à partir du moment où ils sont agréés, c'est quand même compliqué et effectivement, on voit beaucoup de centres qui sont plutôt déficitaires. Je propose de passer à la question suivante. J'ai des amis qui travaillent en MSP, ça fait très envie. Néanmoins, j'ai un peu peur de me retrouver pieds et poings liés. Qui prend les décisions en MSP? Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les professionnels de santé et dans quelle mesure peut-on en sortir? Alors, Eh bien alors, je peux te laisser. Alors, je peux répondre ou tu peux répondre, Marielle, c'est comme tu veux. bah, écoute, on peut répondre à deux voix et se compléter, Ouais. hein? Et puis, on peut même laisser après Marie compléter qui a eu une expérience en maison de santé. Absolument. Donc, moi, ce que je dis toujours aux professionnels de santé qui veulent exercer en MSP, encore une fois, peu importe le type de spécialité, c'est que il faut vraiment imaginer la maison de santé comme un prolongement de l'exercice de groupe et comme un prolongement de ce que vous avez envie de mettre en place sur votre territoire et dans votre activité. Donc, ce n'est pas des charges administratives supplémentaires, c'est une manière d'organiser votre travail et une manière d'organiser votre rapport à votre patientèle, à la sécurité sociale et à l'ARS. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a rien de contraignant dans le fait de passer en MSP. On n'a pas d'obligation majeure, on n'a pas de temps dédié. On ne peut pas vous dire, bah, ouais, il faut rester 5 ans dans une MSP, sinon, si vous n'êtes plus dans la MSP, vous devez rendre de l'argent, vous devez rendre des comptes, et ainsi de suite. J'aime souvent dire, rentrer en MSP, c'est pas Moscou qui rentre dans votre cabinet. C'est simplement avoir une méthode de travail et avoir une philosophie de travail un peu différente de celle de l'exercice de groupe et qui est un peu plus valorisée et qui est même totalement valorisée par la sécurité sociale. Ça, c'est mon premier truc. Deuxième chose, non, il n'y a pas de hiérarchie entre les professionnels de santé dans une MSP. Ce qu'il faut savoir, c'est que les MSP, la plupart du temps, pour fonctionner, même toujours, en fait, elles fonctionnent sous un statut de SISA, c'est-à-dire Société interprofessionnelle de soins ambulatoires. C'est un statut juridique qui permet aux professionnels de santé de travailler ensemble, de s'associer. Ça permet de recevoir les subventions dont parlait tout à l'heure et ça permet également de faire de l'exploitation commune. C'est un peu à mi-chemin entre une société classique d'exploitation et une SCM. Voilà. Et après, est-ce qu'on peut en sortir? Oui, et la plupart du temps, on en sort sous les conditions qu'ont voté les associés de la SCM. C'est-à-dire que quand vous écrivez la CISA, pardon, quand vous écrivez votre CISA, vous pouvez dire, ben voilà, quand je rentre dans la CISA, ça doit être voté à l'unanimité ou une partie, et quand je sors, eh ben, ça doit être voté, ou alors je dois faire un préavis de 6 mois, et ainsi de suite. Donc, c'est spécifique à chaque équipe. Euh, voilà. Et une dernière chose, bah, la CISA, en fait, c'est une société qui n'a pas de valeur derrière particulière. Vos parts ne vont pas prendre de la valeur dans les années. Vous n'allez pas revendre des parts de CISA. La plupart du temps, on met des parts à 1 euro et on distribue les parts de façon équitable. Voilà. Muriel, est-ce que tu veux me compléter? Et Marie, Oui, n'hésite pas aussi.
Oui, oui, tu as très, très bien expliqué. Alors, moi, je dirais que l'avantage de travailler en MSP, c'est que, en tant que professionnel de santé libéral, vous allez garder vos avantages en tant que tel, hein, et puis, vous n'allez pas vous retrouver pieds et poings liés parce que vous allez continuer à être libre, hein. On insiste vraiment sur le fait que dans les MSP, vous êtes des professionnels de santé libéraux et vous allez continuer à exercer votre médecine ou vos soins comme vous le souhaitez. Comme l'a bien dit Mehdi, vous pouvez entrer et sortir de la CISA quand vous le souhaitez. Financièrement, il n'y a pas d'enjeu. Et qui prend les décisions? Généralement, il y a un bureau, hein, constitué au sein de la CISA et les décisions, en principe, sont prises de façon collégiale. Voilà, moi je dirais que vous avez vraiment un avantage si vous souhaitez travailler en groupe, de travailler en MSP. D'abord, il y a beaucoup d'accompagnement et puis financièrement, il y a une rémunération et vous continuerez à pouvoir bénéficier de tous les avantages que vous avez bénéficié en tant que libéral seul dans votre cabinet. Voilà, c'est vraiment très, Super. très important, là. Bon, bah, je pense qu'on a tout dit sur cette question. Question suivante. Alors, ça c'est une question qui nous est revenue aussi pas mal de fois. Je suis ostéopathe, est-ce que je peux m'installer dans une maison médicale? Je dis tout et son contraire. Alors, au-delà du fait d'être ostéopathe, on va parler plutôt des professions dites non conventionnées, c'est-à-dire qui n'appellent pas à une convention avec la sécurité sociale et à des remboursements de leurs actes. Alors, aujourd'hui, maison médicale, MSP, il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux, ce n'est pas la même chose, mais globalement, oui, les professions non conventionnées peuvent faire partie d'une maison médicale, mais avec des dispositifs très spécifiques. Muriel, encore une fois, je parle sous ton contrôle, n'hésite pas à me Oui, oui, corriger. oui, oui, tout La à fait. première chose, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les professionnels de santé non conventionnés doivent avoir des espaces d'attente et une entrée séparés des professions conventionnées. Pour une raison toute simple, c'est pour permettre aux patients de ne pas faire de confusion dans les prises en charge qui sont remboursées par la sécurité sociale et celles qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Ensuite, quand on crée une MSP, par exemple, les professionnels non conventionnés ne peuvent pas appartenir à la CISA. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas appartenir à la CISA? Là, encore une fois, c'est juste au niveau réglementaire. La CISA donnant, la sécurité sociale donnant des fonds aux professionnels de santé dans la CISA pour leur exercice coordonné, la sécurité sociale ne peut pas donner de l'argent à des professions qui ne sont pas conventionnées et reconnues auprès de la sécurité sociale. Donc, on les met généralement en dehors de la CISA. Par contre, on peut donner des droits d'intervention et des connexions à travers ce qu'on appelle des conventions d'exercice. C'est-à-dire que la CISA, juridiquement, va faire appel à un professionnel non conventionné parce que ça fait partie du projet médical et on rédige une convention qui vont permettre de déterminer les modes de fonctionnement, les modes de rétrocession de subventions, pas mal de choses qui vont protéger les non conventionnés et les conventionnés. La dernière chose, c'est que par contre, les professions conventionnées, non conventionnées peuvent tous signer le projet de santé. Cette fois-ci, par contre, un ostéopathe, par exemple, peut très bien signer le projet de santé, donc le projet médical d'une structure de soins. Voilà. Donc oui, on peut s'installer dans des maisons médicales, mais avec un certain nombre de critères et un certain nombre de prérogatives. Muriel, ça te va? Ben, tu as tout dit, parfait. Eh ben, on peut passer à la question suivante, du coup. En quoi consistent les aides à l'installation? Comment se renseigner sur le sujet? Et on parle de quelle somme environ? Alors ça, Muriel, quand on parle d'argent, je te la laisse, celle-là. Je ne peux pas faire d'erreur. Alors, comment se renseigner sur ce sujet? Alors, tout à l'heure, on vous a dit qu'il fallait choisir votre lieu d'installation. Sur votre lieu d'installation, donc imaginons que vous alliez sur Rayzone, on va vous identifier votre commune d'installation en zone sous-dotée, surdotée. Donc déjà, vous allez sur cet outil qui va déjà vous donner une information. Ensuite, les aides à l'installation sont régies par l'assurance maladie. En fonction de votre
installation, de la commune d'installation, vous allez pouvoir bénéficier de certaines aides. Alors, je parle par rapport aux installations des médecins, hein, et notamment des médecins généralistes. Si vous vous installez dans une zone dite sous-dense, sous-dotée, vous allez pouvoir bénéficier d'un contrat d'aide à l'installation versé donc par l'assurance maladie qui pourra être revalorisé par l'ARS de votre secteur. Bien sûr, ce contrat va vous demander des obligations, mais l'aide à cette installation sera à hauteur de 50 000 euros. Ces 50 000 euros pourront être versés en 2 fois. Ces 50 000 euros vous permettront donc de vous installer dans votre cabinet. L'obligation, ce sera de rester installé sur cette zone au moins pendant 5 ans. Obligation également de travailler de façon coordonnée. Donc, vous voyez, là, je fais le lien avec les MSP. Hein, c'est très intéressant. Vous aurez également l'obligation de répondre aux astreintes et à la permanence des soins ambulatoires. Voilà, à peu près vos obligations, je dirais. Nous, en contrepartie, donc, on vous versera donc, ce fameux contrat. Ce contrat, bien sûr, il ne sera uniquement versé si vous vous installez dans une zone déficitaire sous-dense. Ensuite, vous aurez d'autres aides, mais qui ne seront pas des aides à l'installation. L'assurance maladie propose plusieurs financements, notamment, alors imaginons que vous soyez en télétransmission et que vous fassiez l'acquisition donc de l'informatique. On pourra également vous verser donc des aides en lien avec le nombre de feuilles de soins électroniques qui auront été élaborées par votre logiciel. Voilà. Donc, où vous renseignez l'assurance maladie, grâce à l'outil Rézone, vous aurez déjà une petite idée de votre secteur d'implantation. De quelle somme on parle? Pour un contrat d'installation dans une zone sous-dense, on est sur 50 000 euros. Voilà. Super. Je te remercie, Muriel. Et encore une fois, merci Marie d'ailleurs qui nous met tous les Oui, super c'est liens bien disponibles. Marie. C'est génial. Elle Merci Marie. Hmm. Question suivante. Je veux bien des infos sur les subventions pour les MSP, s'il vous plaît. Alors, ça, je peux la faire, je la connais plutôt bien. Oui, je Donc, pense, oui. les subventions à MSP, il existe deux types de subventions. Si on ne part pas du principe que les subventions de fonctionnement, donc ce qu'on appelle les SCI, voilà, on ne parle pas de celles-ci. On va parler déjà des deux premières qui sont celles de la création de structures, donc de MSP. La première subvention que vous avez, elle s'appelle le FIR, c'est pour le Fonds d'intervention régional. C'est une enveloppe qui évolue en fonction des régions et qui peut aller de 50 000 jusqu'à 100 000 euros dans certaines zones et dans certaines régions françaises. Par exemple, en Île-de-France, on est plus autour des 100 000 euros quand on est dans une zone très déficitaire. En région Rhône-Alpes, on est autour de 50 000 euros. Cette enveloppe-là, elle vous est donnée au départ pour lancer votre cabinet et l'activité de votre cabinet. Et elle permet de financer l'amorçage de fonctionnement et les dépenses communes. Par exemple, si demain, vous êtes obligé de meubler votre maison de santé ou votre cabinet avec du matériel, donc des chaises, des tables, une borne d'accueil, ben ça, vous pouvez le financer avec. Si vous avez des frais juridiques et de l'expertise comptable ou autre, vous pouvez le payer avec. Si vous avez des frais de coordination, puisque vous avez fait appel à un coordinateur extérieur ou à un cabinet de conseil, vous pouvez les rémunérer. Si vous avez du matériel informatique commun, vous pouvez également. Donc, comment ça fonctionne? Vous présentez un dossier de FIR à l'ARS avec des factures ou des devis établis et ça fonctionne sous décaissement. C'est-à-dire que vous avez une enveloppe de 50 000 euros globale et au fur et à mesure, elle se diminue et vous devez pas dépasser les 50 000 euros. Et du coup, si vous faites pour 35 000 euros de dépenses, vous n'aurez que 35 000 euros de dépenses. Dans certaines régions, elles sont un peu plus importantes. Par exemple, en Île-de-France, on a des subventions un peu plus importantes parce qu'elles permettent aussi l'accompagnement à la faisabilité de votre projet. Par exemple,
en Ile-de-France, vous pouvez avoir une première enveloppe et un premier décaissement du FIR qui représente à peu près 35 000 euros et qui vous aide à faire toute votre étude préalable d'implantation, votre choix de secteur, vos accompagnements sur la rédaction du projet de santé, si vous faites une maison de santé, sur des notions fiscales, sur des notions juridiques, et ainsi de suite. Donc, ça vous permet de préparer votre projet et d'être sûr et certain que votre projet va dans le bon sens. Ensuite, vous allez labelliser votre projet MSP. Donc, vous allez avoir un label de l'ARS. Et là, on va encore dégager un certain nombre de subventions, donc compléter, juste pour aller jusqu'à 50 000 ou jusqu'à 100 000 en fonction de zones dans lesquelles vous êtes, pour tout ce équipement et matériel dont on parlait juste avant. Donc voilà, ça, c'est les aides que vous pouvez avoir. L'autre aide que vous pouvez avoir également sont des subventions, cette fois-ci dites immobilières, donc qui participent à la création du bâtiment et de la structure de soins que vous allez avoir. Donc ces subventions, cette fois-ci, elles sont plutôt versées par les départements et les régions. C'est des subventions qui peuvent aller de 200 à 300 000 euros en fonction des secteurs dans lesquels vous êtes et qui sont dépendantes de votre projet. Ça dépend également aussi de qui détient le foncier ou de qui détient le bâtiment. Si c'est une collectivité, on peut faire subventionner encore plus le projet, mais ça vous met locataire. Si vous êtes propriétaire de votre bâtiment, vous pouvez espérer avoir entre 200 et 300 000 euros. Et la règle, en majorité, c'est de déposer un dossier avant la fin des travaux et idéalement avant le début des travaux. Vous avez un dossier qui est quand même assez gros à remplir avec un certain nombre d'informations sur le projet médical, sur votre équipe, mais également sur des notions immobilières, financières, et ainsi de suite. Voilà. Donc, deux types de subventions. Une subvention à l'immobilière qui vous permet de financer une partie de votre bâtiment et du coup de diminuer vos coûts d'immobilier. Et donc là, ça doit permettre d'améliorer la qualité du lieu et aussi de vous permettre d'accéder à votre structure. Et des subventions, cette fois-ci, qui sont de FIR, qui sont des subventions d'amorçage distribuées par l'ARS. Voilà. Et puis après, vous avez les subventions de fonctionnement qui sont les ACI. Muriel, est-ce que tu as des choses à compléter ou Marie, est-ce que tu as des choses à compléter? Non, 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 parfait. Super. Eh bien, Simple je et propose de concis. passer. Parfait. Question suivante. Comment financer son projet d'installation? Les banques suivent-elles? Je reste dans la foulée de cette question. Oui, aujourd'hui, vous pouvez financer votre projet d'installation de différentes manières. Si on parle d'immobilier, vous pouvez vous faire financer une partie avec votre apport personnel, si vous avez de l'apport personnel. Vous pouvez vous faire financer une partie avec les subventions dont on a parlé tout à l'heure, et puis vous pouvez faire financer le reste, ce que s'appelle la dette bancaire. Alors aujourd'hui, de façon très pragmatique, oui, les banques suivent la plupart du temps la création de structures de soins parce qu'elles voient un modèle économique derrière qui est quand même bon, avec des professionnels qui ont des capacités à s'engager sur des sommes et à les rembourser. Donc oui, elles suivent et on vous encourage à aller voir des banques spécialisées dans le secteur de la santé et qui ont l'habitude d'accompagner. Sans citer encore une fois des banques, je vous en ai plusieurs, vous avez la BNP, vous avez la Caisse d'épargne, vous avez le Crédit Agricole, vous avez le LCL, et la plupart d'entre elles ont des filiales spécialisées à l'accompagnement dans la création de votre structure de soins. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends la BNP, vous avez un truc qui s'appelle CMV Mediforce. Si vous allez chez le LCL, vous avez un truc qui s'appelle Interfimo. Si vous êtes dans le Crédit Agricole, vous avez encore un autre. C'est des branches spécialisées à l'accompagnement immobilier et financier de vos projets. Et souvent, ça vous permet d'avoir des taux de financement qui sont assez bas. On est souvent proche du 1%, avec des assurances qui sont aussi assez basses, du moment où vous allez être à la fois investisseur, mais également exploitant dans la structure. C'est-à-dire que vous allez aussi, c'est votre cabinet dans lequel vous allez travailler. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous écrire et puis on vous mettra en relation avec des banques qui font très bien ça. Donc, oui, aujourd'hui, les banques suivent et il y a plein de manières de se faire financer son projet d'installation. Je passe à la question suivante. J'ai lu que les revenus des médecins en MSP augmentaient plus rapidement que ceux de leurs confrères en cabinet. Comment ça s'explique selon vous? Alors, Marie, est-ce que tu veux intervenir sur cette question-là? Ou Muriel? Marie, tu nous entends? Muriel, vas-y, je t'en prie. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des aides à l'installation, mais je vous ai dit qu'il y avait également pas mal de subventions données par l'assurance maladie. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la ROSP, la rémunération sur objectif de santé publique.
Et les montants peuvent être assez importants, hein. C'est donc une rémunération qui est attribuée à chaque médecin généraliste qui notamment travaille en exercice coordonné. Alors, ça peut être une MSP ou en exercice de groupe. Donc là, c'est une attestation de la part du médecin généraliste et effectivement, ça va lui permettre d'avoir des revenus un petit peu plus conséquents. En termes de revenus liés aux actes et aux consultations, nous n'avons pas aujourd'hui constaté de dérapage sur ce type d'actes. Donc, les revenus qui sont un petit peu plus conséquents, c'est par rapport à toutes les subventions que nous pouvons verser. Et aujourd'hui, et c'est écrit dans la convention de 2016, avec tous les avenants qui suivent, il y a une rémunération toujours supplémentaire si le professionnel de santé exerce au sein d'un exercice coordonné. Voilà. Et Marie? pour compléter, Ah, pour compléter, il y a aussi un autre phénomène qui explique aussi que des médecins généralistes en exercice coordonné gagnent mieux que leurs confrères dans le cabinet. Le premier, c'est que le fait de mutualiser permet aussi aux médecins généralistes généralement de voir plus de patients parce qu'ils ont des charges, ils ont des personnes, des coordinateurs de santé, des personnes qui vont les aider et du coup, ils ont moins de charges administratives. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont aussi une mutualisation des moyens et des coûts. Et du coup, ils vont partager une secrétaire, donc ils ont des dépenses qui sont moins importantes. Et donc, quand on fait le ratio entre ce qu'ils encaissent et ce qu'ils dépensent, finalement, ils encaissent un peu plus et dépensent un peu moins, ce qui fait que leurs revenus, finalement, augmentent. Et c'est l'intérêt de l'exercice de groupe, MSP ou pas MSP. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous en parlait en début de conférence ou de webinaire, on vous disait, l'exercice de groupe, il y a quand même des intérêts. Et parmi les intérêts, il y a aussi un intérêt financier. C'est que du coup, à être plusieurs et exercer ensemble, vous prenez mieux en charge et vous prenez plus de patients en charge. Et vous avez aussi une diminution de vos charges. Question suivante. J'aimerais beaucoup travailler en MSP. Je n'ai pas envie d'être seul. Est-ce qu'il y a un bénéfice pour les patients? Est-ce qu'il est réel? Et concrètement, est-ce que cela apporte autre chose au suivi? Alors, oui, il y a un bénéfice. Alors là, Marie, tu pourras, je pense, carrément en parler, mais il y a un bénéfice pour le patient que d'être pris en charge dans une structure de soins coordonnée type MSP, parce que son dossier patient est partagé, on se concerte sur sa prise en charge et il a un lieu unique où il peut retrouver un certain nombre de soignants qui peuvent s'occuper de lui. Donc oui, il y a un vrai bénéfice là-dessus. Outre le fait aussi des déplacements, parce que quand on sort du travail et que dans un seul lieu, on peut retrouver et son médecin et son kiné et son infirmière, pardon, et un podologue et ou ostéo ou autre, et qu'on n'a pas besoin de se déplacer aux quatre coins de la ville pour avoir chacun un rendez-vous, c'est toujours beaucoup plus simple. Donc oui, il y a un réel intérêt et oui, il vient de l'exercice coordonné. Marie, est-ce que tu veux compléter le bénéfice qu'apporte l'exercice en MSP pour le Tout patient? à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Je rajouterais aussi voilà, les protocoles faits en fonction de certaines situations, des protocoles, ça peut être pour le diabète, pour d'autres choses, d'avoir aussi un peu une notion d'urgence, hein, bien évidemment, mais que tout puisse se faire sur place et en fonction de la MSP et des projets qui sont faits avec l'éducation thérapeutique, avec voilà, des infirmières type IPA, Azalée, voilà, c'est des choses qui peuvent être faits et les protocoles sont vraiment peuvent être mis en place. Bien évidemment, ça peut se faire dans un exercice isolé, mais les 2 ans et même la crise Covid a montré que l'intérêt justement du travail coordonné que peut fournir ces structures est important. Super. Question suivante du coup. Je suis actuellement remplaçant. J'aimerais bien monter une maison de santé ou un centre de santé. Comment faire et par où commencer? C'est un peu tout ce qu'on a pu expliquer depuis le départ. Déjà, identifiez votre lieu d'installation. Faites un point sur les carences de votre territoire, donc ce qu'on appelle chez nous en CESTAN l'étude préalable d'implantation. Déterminez le mode d'exercice que vous voulez avoir, avec quel confrère vous voulez faire ça. Et ensuite, rapprochez-vous de votre ARS et de votre sécurité sociale de département ou de région qui vont vous aider à avoir toutes les informations nécessaires au montage de votre structure. Vous pouvez également vous rapprocher des FEMA-SORA, donc ce sont les fédérations de maisons de santé, et puis vous avez la même chose, vous avez des fédérations de centres de santé
qui peuvent vous accompagner là-dessus. Et enfin, si vous en avez besoin, vous pouvez également vous faire accompagner par des cabinets de conseil qui vont être en capacité de vous accompagner sur ces sujets-là. Ou bien vous pouvez vous faire accompagner aussi par Stan. On va être très transparent aussi. Nous, on est capable de vous accompagner là-dessus et on fait aujourd'hui en sorte de faire sortir des maisons de santé de terre et des centres de santé de terre en lien avec les collectivités, les professionnels de santé et les acteurs publics et patients du territoire. Donc voilà, vous avez quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui vous permettent de vous faire accompagner. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces différents organismes ou de vous rapprocher de nous si vous avez des questions supplémentaires. Et puis si vous regardez ce webinaire, normalement, avec tout ce qu'on vous a dit, vous devez être capable de pouvoir monter une maison de santé maintenant ou un centre de santé. Je suis assommé par les annonces d'installation. Je n'arrive même plus à les trier. Comment identifier les bons ou les mauvais projets? Alors, Marie, toi qui aujourd'hui est en plein dedans, comment tu fais pour savoir s'il y a un bon projet ou un mauvais projet avec toutes les annonces de remplat que tu reçois ou d'install? Alors l'idée, bien évidemment, c'est c'est déjà de tester plusieurs modes d'exercice, bien évidemment, hein, dans différentes zones, de bien savoir exactement la zone où l'installation, où est le projet d'installation. Ce qui est compliqué, je trouve, quand on est médecin, jeune médecin ou paramédical, hein, et qu'on n'a pas forcément de formation, c'est ce qu'implique en fait le statut juridique, et notamment le statut du médecin qu'on remplace, notamment voilà, quelle est la structure juridique. Notamment, voilà, si en fonction de la société dans laquelle il est, si c'est un MSP, voilà, les enjeux ne seront pas les mêmes. Et je pense que, enfin, voilà, le conseil que je donnerais, c'est de se rapprocher de personnes qui ont l'expérience et de ne pas hésiter, voilà, à s'entourer de personnes avant de se lancer, parce que voilà, en fonction des statuts juridiques des contrats, voilà, ça peut être plus ou moins engageant. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner. C'est bien de lire les statuts et de se renseigner sur la structure. Ouais, c'est le plus important et je te rejoins Marie. Déjà, demandez quel type de structure juridique, dans quel centre vous allez venir, dans quel contexte juridique vous allez venir, quel est votre statut, si vous allez être remplaçant, pas remplaçant, collaborateur, pas collaborateur, et vérifiez bien aussi toutes les clauses annexes, type les clauses de non-concurrence, et ainsi de suite. Alors là, je parle plus, ça existe aussi en médecine G, mais plus pour les paramédicaux non conventionnés. Souvent, quand vous avez des annonces de remplacement ou d'installation ou autre, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de clause de non-concurrence qui vous empêcherait dans un secteur de vous installer, surtout si c'est un secteur sur lequel vous venez remplacer pour voir si ça vous intéresse de vous installer derrière. Souvent, on ne fait pas attention tout de suite à ça et après, une fois qu'on a fini son remplat ou sa collab et qu'on veut s'installer, on se fait un peu avoir et on rentre dans des notions de conflit. L'autre chose, c'est faites attention au mode de rémunération. Posez toujours bien la question, aux horaires que cela implique, au temps de travail que vous allez avoir, aux responsabilités aussi qui vont vous être déléguées. Et enfin, ça vaut toujours le coup de se renseigner aussi sur la patientèle sur laquelle vous allez intervenir, parce que parfois, la patientèle ne va pas du tout correspondre à votre catégorie d'exercice. Vous pouvez avoir des annonces de remplacement qui vous tombent et vous allez faire 95% de pédiatrie, alors qu'en fait, vous êtes plus tourné sur un autre type de prise en charge, que ce soit professionnel de santé ou paramédicaux. Voilà. Question suivante. Quelles sont les exigences immobilières bâtiment pour la création d'un cabinet ou d'une maison de santé? Très rapidement et très simplement, vous n'avez pas beaucoup d'exigences, si ce n'est les exigences ERP et les exigences PMR. Alors, ERP, c'est une catégorisation de bâtiments qui accueillent du public. Donc, en fonction de la taille de votre bâtiment et de la manière dont vous allez accueillir du public, vous avez des niveaux qui vous donnent des standards de taille, de taille de lieu, de dispositifs incendie, de dispositifs de sécurité. Ainsi. En fonction de la taille de votre structure et du nombre de personnes que vous allez accueillir, vous avez des niveaux ERP à respecter avec un certain nombre d'exigences. Et ça, vous les retrouvez assez facilement sur Internet. L'autre règle importante, c'est de respecter les normes PMR, donc les normes d'accessibilité aux personnes handicapées. Et donc là, vous avez une liste assez longue. Et la plupart du temps, il faut coller à ces notions-là, sachant que normalement, d'ici 2025, on sait qu'il va y avoir des réformes qui vont pousser à tous les cabinets déjà existants à passer aux normes PMR. Voilà. Donc, pas trop de contraintes particulières au niveau bâtiment immobilier.
Moi, je peux vous engager, parce que ça fait partie d'une de nos missions en tant que société à mission, de faire attention si vous construisez à avoir une politique environnementale. C'est quand même mieux aujourd'hui. Essayons d'aller dans le soin jusqu'au bout et dans le bien soigner jusqu'au bout. Mais voilà, vous n'avez pas trop d'exigences particulières. Mehdi, je voudrais juste rajouter Oui, qu'une MSP, il ne faut pas l'identifier comme 4 murs et un un toit. bâtiment. Oui, Voilà, hein, une tu as raison. MSP, elle peut être multisite. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit très souvent des pharmacies au sein des MSP. Ça signifie que vous pouvez très bien travailler tous ensemble dans un premier temps et rester chacun dans votre cabinet. Il est clair C'est ça. que ce sera plus confortable si vous êtes dans les mêmes locaux, mais néanmoins, ce n'est pas un prérequis. Voilà. Ça, c'est important. Alors, un centre de santé, généralement, il y a bien des murs, voilà. Mais une maison de santé, il n'y a pas besoin d'avoir des murs autour. C'est un modèle d'organisation de soins coordonnés. Et donc, vous n'êtes pas obligé de construire un bâtiment pour ça. Vous pouvez déjà le faire avec des bâtiments déjà existants, ou vous pouvez le faire en étant déjà dans vos cabinets et en travaillant de façon coordonnée. Et si vous êtes amené à construire ou à rejoindre un exercice coordonné dans une même structure, ben voilà, vous respectez simplement les normes ERP et les normes PMR. Vous pouvez aller sur Internet et retrouver toutes ces normes, et on pourra vous mettre aussi en description des liens qui vous permettront d'avoir toutes ces normes-là. De quel matériel de base a-t-on besoin pour un cabinet de médecine générale? Peut-on acheter de la seconde main? Alors, je réponds à la deuxième question tout de suite, et après, je laisserai Marie répondre peut-être à la première question. Oui, oui, oui. Acheter de la seconde main, c'est très bien, c'est très utile, et ça a un vrai impact environnemental derrière. Donc, si vous pouvez acheter de la seconde main, c'est très bien. Et puis, la plupart du temps, vous allez permettre à des gens qui sont en départ de carrière euh, ou qui ont besoin de recycler leur matériel, de laisser leur matériel et du coup de faire un petit gain financier aussi. Donc, c'est toujours bien. Donc, si vous pouvez faire du seconde main, n'hésitez pas. De quel matériel de base on a besoin? Peut-être que Marie, tu peux intervenir là-dessus. C'est quoi le minimum syndical à avoir en tant que médecin Alors, la, quand on la- démarre? la liste, voilà. La liste est assez exhaustive et s'il y a des questions, je pourrais répondre de manière précise. L'idée, c'est bien évidemment le matériel de base, donc la table d'examen souvent, voilà, le bureau, des choses un peu qui sont évidentes mais qui sont importantes. Tout ce qui est des choses en double, type stéthoscope, tensiomètre pour les visites à domicile. Voilà, et après, c'est des choses pratico-pratiques, hein, bien évidemment, tout ce qui est imprimante, des étagères ou quelque chose de sécurisé. Voilà, tout ce qui est pour les enfants, voilà, l'étape d'examen pour les enfants. Voilà, bon, il y a des choses assez exhaustives, mais le minimum vital, effectivement, c'est les, les objets qu'on utilise au quotidien, hein, pour le médecin généraliste, la table d'examen, et puis après, voilà, les choses un peu évidentes. Mais s'il y a besoin, s'il y a des questions plus précises, je pourrais donner une liste exhaustive. Ouais, on va essayer de vous mettre en place une petite liste qu'on vous fournira du matériel de départ nécessaire dans un cabinet. Les cartes vitales, comment on choisit ça pour les lecteurs de cartes vitales? Alors, c'est notre dernière question, je crois, de ce soir. Très franchement, je ne sais pas, Marie, alors là, tu peux peut-être m'aider. Ça, c'est un peu moins mon domaine. Comment on choisit un bon lecteur de carte vitale? Alors, c'est compliqué, ça dépend aussi de l'utilisation qu'on a, si on fait des visites à domicile ou pas. Alors, pour les TPE, il y a plusieurs. Voilà, après, il faut aussi aller se renseigner auprès de la banque aussi. Je sais qu'il y a des. Enfin, faut négocier avec la banque aussi, en tout cas pour les TPE. Pour les lecteurs de carte vitale, il y en a plusieurs. Ça dépend aussi du type d'ordinateur qu'on a. Voilà, j'ai pas de préférence en tout cas pour certains. J'ai eu plusieurs expériences. Je sais pas si toi, tu as eu Ouais, alors moi, des c'est vrai que retours sur les. c'est vrai que c'est une question que qu'on a eue, qui a été posée, donc on l'a mis. Alors franchement, aujourd'hui, le lecteur de carte vitale, en fait, c'est pas très compliqué. Vous avez simplement à choisir si vous voulez un lecteur où vous allez travailler uniquement dans votre cabinet en permanence. Si vous voulez aller travailler à l'extérieur et dans votre cabinet, vous allez vous, vous orienter vers un autre type de carte vitale ou un autre type de lecteur de carte vitale. Mais pour ça, franchement, il suffit de demander aujourd'hui à soit votre éditeur de logiciel, qui la plupart du temps vous fournit le lecteur de carte vitale, soit à un collègue avec lequel vous travaillez qui pourra vous orienter sur le même type de carte vitale que lui,
soit directement avec votre banque, parce que dans les TPE, vous pouvez aussi avoir des choses là-dessus. Voilà. Donc, on finit avec un côté techno qui est cool aussi. Et puis, sur les cartes vitales, on n'hésitera pas à vous répondre. Mais voilà, il n'y a pas trop de problèmes à choisir un lecteur de carte vitale. Et ben, on arrive à la fin de cette première édition de la soirée de l'installation, des soirées de l'installation. On espère avoir répondu à un maximum à vos questions. Je vais remercier du coup Marie et Muriel pour leur temps, leurs réponses et tout l'intérêt qu'ils ont porté à cet événement. Je suis très content de l'avoir fait avec vous pour ce premier. J'espère en refaire un maximum prochainement. Donc, comme on vous l'a dit, pour l'instant, on les fait en webinaire parce que c'est la situation sanitaire qui nous oblige à faire ça. Mais très prochainement, on essaiera de créer des événements physiques pour que vous puissiez vous retrouver avec un certain nombre d'intervenants et poser toutes vos questions en réel. Voilà. N'hésitez pas à revisionner ou à partager cette conférence qui a été entièrement enregistrée et qui sera sur nos plateformes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser par message. Vous pouvez nous contacter sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou par mail aux différentes adresses que vous pouvez retrouver sur notre site. Et si vous avez des questions sur votre installation, n'hésitez pas à vous rapprocher encore une fois, soit de votre ARS ou CPM régional ou départemental, soit à nous appeler chez Stan pour qu'on puisse vous aider dans vos projets. Merci encore et je souhaite une très bonne soirée à tout le monde. À bientôt Marie et à bientôt Muriel. À bientôt, merci.